Donc, prochaine table ronde sur les nouvelles activités de promotion au temps du coronavirus. Je remercie nos collaborateurs officiels, le Comité Livre Québec, le Salon du livre de Montréal, la SODEC, Marquis Imprimeur et l'Association des libraires du Québec. Donc, cette discussion, comme celle que nous avons eue précédemment, s'inscrit dans la volonté de réfléchir à notre secteur pendant cette crise, cette pandémie que nous traversons tous. Nous voulions donc en profiter pour discuter avec plusieurs professionnels du milieu du livre, du renouvellement des techniques de promotion dans les derniers mois, dans ce nouveau paradigme, pourrions-nous dire, avec lequel nous travaillons. Donc, comme dans les tables rondes précédentes, nous vous invitons à poser vos questions au fur et à mesure de la discussion et je les inclurai là, dans le cours de notre table ronde. Est-ce que nos invités sont là? Je dois vous dire, cher public, que cette fois-ci, tous nos invités sont en duplex, donc c'est très différent des fois précédentes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par une table ronde. Je vais vous présenter et je vous inviterai, dans le cadre de cette présentation, à nous partager peut-être une ou deux initiatives de promotion que vous avez mis en place dans les derniers mois, chacun dans votre rôle. Maximilien, c'est vous qui allez avoir l'honneur de briser la glace. Donc, Maximilien Bouchard, libraire chez Marie-Laura à Jonquière. Je vous donne la parole. Bonjour. Alors, nous, une des initiatives qu'on a prises qui a le mieux fonctionné ces derniers temps, ça a été, on a fait la création d'une boîte mystère, comme quelque chose qui existe dans différents milieux, pour rejoindre directement les gens chez eux, puis pour leur offrir une expérience différente quand vient le temps de consommer un livre. Alors, au début, c'était une idée qui était lancée, que j'ai lancée avec une collègue comme ça en l'air. Le temps de le réaliser, on a fait affaire avec des artisans régionaux ou québécois pour mettre des surprises dans une boîte autour d'une thématique. Au début, on a commencé la boîte de plage, on avait la boîte policier, on avait des boîtes jeunesse que les gens achetaient sur Internet, qui étaient livrées directement chez eux. Puis à l'intérieur, nous, on faisait bien entendu des partenariats, comme je dis, avec des artisans. On mettait une publication qui décrivait quel était l'artisan ou le commerce qui se joignait à nous. On a, exemple, des bonbons, on avait des cartes, on avait des carnets qui se joignaient à ça. Puis on faisait découvrir des œuvres littéraires par ce moyen-là. Ça s'est envolé. On n'avait aucune idée comment ça allait fonctionner, puis si ça allait vraiment fonctionner. On le faisait au début juste pour la promotion. Puis on a eu une réponse incroyable de la part de notre clientèle qui a vraiment apprécié, puis qui en demande, je vous dirais, qui en demande toujours plus. Merci, Maximilien. Je donne ensuite la parole à Julie Brousseau, directrice du Salon du livre de Trois-Rivières. Bonjour, Julie. Bonjour. Écoutez, nous, on est en préparation de notre Salon du livre actuellement qui aura lieu au mois de mars. Ce qu'on est en train de prévoir, en fait, c'est évidemment, comme tous les autres salons du livre l'ont fait jusqu'à maintenant et comme le Salon du livre de Montréal le fait actuellement, c'est de remplacer les activités qu'on présente habituellement en présentiel. En fait, je dis à la blague, des fois, on ne savait pas que c'est ça qu'on faisait, mais on faisait du présentiel. Ça ne s'appelait pas comme ça dans le temps, mais c'était ce qu'on faisait, par des activités virtuelles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, un salon du livre, c'est une occasion d'échange, de rencontres assez exceptionnelle entre les artisans du livre, les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs et le public. Donc, plusieurs intervenants du milieu du livre sont réunis sous un même toit, ce qui est assez rare et ça provoque des échanges, des partages, tout ça. Et là, le défi qu'on a, c'est d'avoir à recréer tout ça à distance. Donc, c'est un défi, c'est un grand défi parce que ça pose des enjeux au niveau technologique, alors auxquels on n'était pas forcément tous préparés et donc, ça nous sort vraiment de notre zone de confort, mais on trouve toutes sortes de manières de continuer nos missions de mise en valeur du livre et de la lecture et des artisans du livre dans nos régions. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment très, très important. C'est certain que
plus, en fait, dépendamment du moment dans l'année auquel se passe un salon du livre, on doit tenir compte du mouvement, de l'évolution des restrictions sanitaires. Donc, c'est ça aussi l'enjeu, c'est on a beaucoup de difficultés à prévoir et on sait qu'un salon du livre, ça s'organise sur plusieurs mois à l'avance. Donc, mais par toutes sortes d'initiatives, on y arrive et on s'informe beaucoup entre nous de ce qui fonctionne bien, de ce qui a peut-être moins bien fonctionné pour s'entraider et arriver avec des produits qui sont de plus en plus intéressants pour le public. Donc, mais c'est un beau défi. Julie, qu'est-ce que vous aviez fait le printemps dernier? Aviez-vous été forcé de tout simplement annuler ou vous aviez transformé certaines activités? Mais en fait, nous, on a le Salon du livre, en fait, on a reçu la consigne d'annulation, c'était le 12 mars. Tout le monde se rappelle la journée du jeudi 12 mars. Donc, c'était exactement 2 semaines avant l'ouverture du Salon du livre. C'était le lendemain de notre conférence de presse qui dévoilait toute notre programmation. Donc, on n'a vraiment pas eu le temps de se revirer. On a transformé quelques petites activités, nos remises de prix. Pour nous, c'était très important que la visibilité soit offerte aux récipiendaires des prix. Mais ça a été... non, malheureusement, à 2 semaines d'avis, on n'a pas été capable de sauver grand-chose de notre Salon du livre, malheureusement. Ben oui, c'est bien compréhensible. Merci, Julie. Donc, je donne maintenant la parole à Jean-Benoît Dumais, directeur général des librairies indépendantes du Québec, les LIC, et qui, évidemment, s'occupe, ce faisant, du site web leslibraires.ca. Jean-Benoît? Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative qui a été planifiée bien avant la pandémie, mais qui est venue au monde dans les dernières semaines. Vous avez probablement entendu parler de kialu.ca, qui était la première plateforme de partage de commentaires de lecture d'ici. Vous connaissez un peu les prémices. On avait lancé cette plateforme, bien qu'il existe depuis dans d'autres marchés. Et évidemment, la découvrabilité des livres d'ici sur cette plateforme-là est un peu moindre. Alors, on était fiers d'avoir cette plateforme-là ici, mais il nous manquait encore quelques éléments de socialisation pour provoquer encore plus d'interaction entre les usagers. Et ce sont des clubs de lecture qu'on vient de déployer il y a quelques semaines. Et c'est sûr que ça a pris une autre connotation maintenant qu'on les a déployés en ces temps pandémiques. Évidemment, on est heureux d'offrir une activité pour les gens qui sont en isolement, qui peuvent interagir autour des livres. De le faire pour les libraires aussi. On sait qu'il n'y a pas les mêmes activités de médiation qui peuvent avoir lieu en librairie ces jours-ci. Mais ça peut être pour les éditeurs aussi, pour les événements littéraires dont on est partenaire. Donc, on est très content d'offrir ces nouveaux outils-là. Et je vous dirais, au-delà de l'outil, c'est aussi toujours notre connaissance des lecteurs qu'on peaufine, de leur comportement en ligne, de leurs préférences littéraires. On aura probablement l'occasion d'en discuter un petit peu plus loin dans la conversation. Parfait, merci. Je donne maintenant la parole à Nadia Lagdari, qui est écrivaine. Bonjour, Nadia. Oui. Bonjour, bonjour. Donc, oui, je suis écrivaine principalement dans le secteur jeunesse. Quand j'ai pensé, j'ai trouvé la question très intéressante en quoi mes activités de promotion ont changé dans le contexte actuel. C'est certain que, comme un peu tout le monde, les activités de promotion se déplacent en ligne. Donc, au lieu d'aller à la rencontre de lecteurs dans les salons du livre, tout ça se fait en ligne, mais je dois dire que j'ai la chance d'être appuyée par une maison d'édition qui est très dynamique et très active, les éditions Les Malins. Donc, ils ont organisé beaucoup d'événements en ligne, par exemple, parce qu'on s'adresse à un public jeunesse. On va faire des quiz en ligne, un auteur contre l'autre, où on se challenge sur nos connaissances sur un sujet commun dans nos livres ou des choses comme ça. Donc, ça passe beaucoup par le jeu, des moments qui sont assez uniques, où on a un beau retour quand même. On avait fait le même exercice au printemps de la part des jeunes lecteurs qui sont super présents sur les réseaux sociaux, qui commandent beaucoup, puis je pense qu'ils trouvent ça très drôle de voir leurs auteurs favoris complètement dans un autre contexte où nous-mêmes, on se prête au jeu, puis on accepte de se ridiculiser un peu. Dans certains cas, on avait fait un jeu de vérité aux conséquences avec les auteurs des Malins, par exemple, où il avait fallu que je me dessine une moustache, puis quelqu'un d'autre devait danser comme une poule, puis c'était comme... Il y avait des choses plus reliées à nos livres aussi, mais il y avait un peu de tout. Puis ça crée un autre type de lien qui peut être vraiment agréable avec le jeune public. Puis sinon, encore une fois, ben, c'est mon éditeur aussi profite des choses inattendues. La série que j'écris en ce moment, c'est une série qui se passe dans l'univers du hockey, qui s'appelle Premier Trio. Puis on sait qu'on a eu des séries éliminatoires de la Coupe Stanley à un moment vraiment inhabituel au mois d'août
12 septembre. Donc, mon éditeur a décidé d'en profiter et a pris quelques spots publicitaires à la télé pendant les matchs des Canadiens pour mettre de l'avant ma série, ce qui est extraordinaire pour un auteur de se faire dire qu'on va avoir une telle visibilité. Donc, je suis hyper chanceuse et bien traitée. Mais je pense que ça aussi, c'est un exemple de quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait ou pas fait de la même façon. Parce que dans le cours normal des choses, on avait l'habitude de faire la promotion de telle façon, puis on se requestionne. Il y a aussi des bonnes choses, des fois, quand on est débalancé par quelque chose comme la pandémie actuelle, parce qu'on remet en question nos façons de faire. Puis dans le cas de ma maison d'édition, c'est ça, ça nous a amené à faire des choses nouvelles qu'on ne faisait pas avant, puis dont certaines, peut-être qu'on les conserverait même dans le monde d'après. Donc, voilà. Merci Nadia. Et finalement, je donne la parole à Marie-Claude Pouliot, qui est responsable des relations de presse aux éditions Ta Mère et vice-présidente des éditions Nouvelle Adresse. Froid. Bonjour. En fait, oui, moi, je m'occupe de la promotion. Donc, comme vient de dire Nadia, du côté des éditeurs, il faut devenir beaucoup plus créatif. Et comme le disait Joanne bien, moi, je suis très obsédée par où est le lecteur, comment atteindre le lecteur et tout. Donc, au début de la pandémie, quand il y a eu la fermeture des librairies, on s'est beaucoup demandé maintenant, cette vitrine-là qu'on perd, en fait, avec nos livres, comment on va aller la rechercher. Donc, nous, notre première initiative, qui était peut-être un peu facile, c'était vraiment de mettre de l'avant nos livres numériques. Donc, on a fait une grosse promotion aux éditions Ta Mère en mettant tous nos livres numériques à faible coût, puis en essayant d'aller vraiment atteindre notre communauté qui est déjà plus ou moins convertie, mais en mettant de l'avant notre fond. Donc, on a offert des feuilletages un peu plus longs de chapitres complets ou encore de nouvelles complètes dans des livres de nouvelles, tout en mettant vraiment de l'avant le fond. Puis, on a fait donc une pub aussi qui se promenait dans tous les réseaux, qu'on a partagé à des journalistes et tout. Puis pour nous, ça a vraiment bien fonctionné. On a une immense... en 5 semaines, on a eu comme 10 fois plus de ventes en numérique. Puis du coup, ça s'est aussi reflété sur nos ventes physiques, même si c'était assez marginal, mais quand il suffit de mettre d'avant le fond, c'est le fun de pouvoir le faire. Puis sinon... moi, je travaille aussi en bande dessinée. Puis en bande dessinée, c'était tout un nouvel enjeu, sûrement comme le livre jeunesse, en fait, où quand il n'y a pas de salon ou pas de convention, en fait, c'est un public, un lectorat qui est très captif aux dédicaces, à la rencontre avec l'auteur et tout. Donc maintenant que les librairies sont réouvertes, tout en essayant de ne pas faire de rassemblement, on essaie de faire des petits événements quand même plus créatifs. Donc, on a fait un lancement qui était sur un horaire, en fait, donc où les lecteurs achetaient le livre avant. Et en fait, c'est vraiment une initiative d'une librairie qu'on a appuyée pour ça. Puis là aussi, comme on fait une petite tournée avec des auteurs, en fait, dans les librairies où les auteurs, sans cri de rassemblement, vont faire des dédicaces dans des livres qui après vont être vendus dans les librairies. Donc, on identifie ces livres-là comme dédicacés. Mais vu que c'est des bandes dessinées, ça ajoute vraiment une valeur ajoutée en fait, aux livres. Donc, on essaie quand même de continuer à appuyer les librairies tout en aussi faisant des trucs sur Internet, en promouvant différentes choses. Merci, Marie-Claude. Donc, plusieurs d'entre vous, en fait, ont parlé du lecteur, avec raison. On sait, de façon générale, même au-delà du secteur du livre, on en parle beaucoup, que les habitudes de consommation auraient beaucoup changé pendant la pandémie. Jean-Benoît, vous disiez que c'est une occasion aussi d'apprendre à mieux connaître les lecteurs et tout ça. Je me demandais si vous aviez constaté ces changements d'habitude par rapport à la consommation du livre, je vais dire ça comme ça, ou si vous avez le sentiment que dans ces changements d'habitude, il y a peut-être des choses qui vont nous rester en héritage, même quand la pandémie sera derrière nous. J'ai été amené à le dire dans quelques entrevues ou sur dans la revue Les Libraires. Évidemment, quand avril 2020 est arrivé, vous savez, ça a été comme 1300% d'augmentation par rapport à avril 2019 sur le commerce en ligne. Puis on se souvient, c'est une époque où il y avait souvent que le propriétaire, avec 1 ou 2 libraires. Puis vers la fin du mois d'avril, mai, il pouvait y avoir jusqu'à 12-15 libraires qui faisaient tous ces petits paquets pour l'expédition. Ensuite, évidemment, on a redescendu de cette courbe, mais on est encore à du 400-500% d'augmentation par rapport à avant la pandémie sur le commerce en ligne. L'enjeu que l'on mène présentement, c'est d'inciter les consommateurs à privilégier la cueillette parce qu'évidemment, le coût de l'envoi gruge à peu près 15% de la transaction. Alors, mais je vous dirais, ça, c'est notre défi. La beauté de la chose, c'est que dans cette explosion de la demande qu'on a connue, on a ajouté à peu près 100 000 comptes clients sur leslibraires.ca. Donc, on a évidemment toutes les coordonnées de ces gens-là. Puis maintenant, plusieurs d'entre vous l'ont peut-être vu, on a une infolettre
personnalisé en fonction des intérêts littéraires de chacun. Donc, on a beaucoup plus de connaissances des clients de leslibraires.ca et on a la capacité à ce moment-là de communiquer avec eux puis d'essayer d'influencer la façon dont ils se redirigeront en librairie après avoir fait l'expérience du commerce en ligne. Merci, Jean-Benoît. Quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Je pourrais dire, pour faire le chemin avec ce que Jean-Benoît disait, là, oui, il y a eu une augmentation gigantesque du commerce en ligne. Puis, à la seconde où les commerces ont été réouverts, les clients sont venus massivement visiter la librairie, alors qu'il n'y avait pas de nouveauté encore. Ça, c'était quand même un phénomène assez spécial parce qu'on est habitué de recevoir des centaines de nouveautés à toutes les semaines. Puis, on a été des mois sans avoir de nouveautés. Puis, les clients, ils sont venus en librairie pour redécouvrir le fond, d'une certaine manière. Puis même si là, la vente en ligne, c'est resté un phénomène sur le long terme, quand même, je veux dire, dans toutes les librairies, là, on vend beaucoup plus en ligne qu'on vendait avant. La clientèle vient visiter, puis est en librairie aussi, veut venir nous voir. C'est une des dernières activités qu'ils peuvent faire. Venir dans un magasin de détail, mais le contact puis la consommation locale, on le ressent au quotidien. Ça, c'est un changement assez important. Mm-hmm. Julie, je me tourne vers vous parce que la clientèle, je vais dire ça comme ça, d'un salon du livre, elle est quand même bien différente de celle qui fréquente une librairie. Est-ce que du côté des salons du livre, il y a quand même un espoir de réussir à recréer cette espèce de sentiment de communauté, de participation collective à un événement de masse? Comment vous envisagez ça? Bien, c'est un peu ça le défi, effectivement, c'est de faire sentir les gens ensemble, mais seuls chacun de leur côté. C'est un enjeu, effectivement. On essaie de toutes sortes de manières de recréer ça. Les réseaux sociaux sont une avenue intéressante à ce niveau-là. Donc, on met à profit nos communautés, les partages, les échanges, les discussions parfois. Ça peut être très intéressant. C'est certain que on sent quand même que le public, le milieu du livre s'ennuie des salons du livre, puis ça, on est bien content de tout ça. C'est sûr qu'il va rester sans aucun doute des pratiques qu'on va avoir mis en place et qui vont demeurer après, mais je pense quand même que le lieu de rencontre physique va revenir. Là. On se dit que c'est comme un passage obligé. Là, la prochaine année, on va dire, là, ça va peut-être durer 2 ans, où les salons vont devoir adopter une nouvelle forme, une nouvelle formule. Mais on est absolument très confiant que ça va revenir. Mais ce qu'on vit actuellement va peut-être nous servir, entre autres, peut-être à toucher un public différent par la présentation d'animations virtuelles. Et ça va peut-être demeurer ça parce que certains salons du livre ont des territoires immenses à couvrir et parfois, c'est pas toujours évident de déplacer le public. Donc, peut-être que ça sera des formules qui pourront être privilégiées et qui pourront permettre à certaines communautés très éloignées de profiter aussi des activités littéraires qu'il y a sur leur territoire. Donc, ça, c'est un exemple. Oui, c'est intéressant de voir justement le caractère virtuel. On peut imaginer qu'on rejoint un nouveau public en étant disponible comme on l'est présentement sur Zoom. Nadia, est-ce que de la même façon, vous avez le sentiment que cette présence en ligne très dynamique que vous évoquiez, elle va un peu perdurer malgré un éventuel retour à la normale? On ne sait plus si c'est vraiment la normale, mais... Oui, bien, il y a des choses qui ne se remplacent pas dans le contact physique avec les lecteurs. Je pense que tout à l'heure, Marc-Claude a fait le lien entre les lecteurs jeunesse et les lecteurs de bande dessinée. C'est vrai qu'il y a un lien très fort qui nourrit beaucoup aussi comme auteur. C'est sûr que quand tu as un jeune avec des étoiles dans les yeux qui va te dire que c'est son livre préféré, il y a quelque chose, c'est un cadeau en fait que les lecteurs nous offrent dans les salons du livre, qu'on ne peut pas vraiment, cette émotion-là, on ne la retrouve pas nécessairement en ligne, je dois dire, à ce niveau-là.
Cependant, je pense que tout ce qu'on fait en ce moment, tout ce qu'on développe en ligne, en effet, peut nous permettre d'aller chercher un public différent, des gens qui sont éloignés des grands centres, par exemple, où les salons du livre ont lieu, où certains auteurs ne se déplacent pas toujours dans tous les salons du livre régionaux. Aussi, des fois, des lecteurs qui habitent carrément pas au Québec, qui habitent à l'extérieur, mais qui vont nous suivre dans ces événements-là virtuels. Ça, c'est extraordinaire aussi d'avoir ces rencontres-là. Donc, j'ai l'impression que oui, cet équilibre-là va se modifier à l'avenir, mais je ne nous vois pas mettre complètement de côté ces autres activités-là qui ont été, de un, on s'amuse trop à les faire nous-mêmes, même si ce n'est que par pur plaisir personnel de faire ça entre auteurs, mais je pense que oui, c'est des choses qui pourront continuer en combo ou en complément, en fait, à la reprise des activités en personne. Marie-Claude, vous parliez, entre autres, d'un boom dans les achats numériques suite à des activités de promotion que vous avez fait en ce sens-là. Est-ce que vous avez le sentiment que ça risque de changer les habitudes de consommation sur cette question-là? C'est-à-dire que des gens auraient adopté le numérique, par exemple, davantage pendant la pandémie? Moi, j'ai beaucoup de difficultés à prendre position en général sur le numérique. Je trouve moi, j'ai mis beaucoup d'efforts à certains moments, puis ça reste toujours un peu aléatoire et assez marginal, les ventes qu'on a par rapport à ça. Mais si je peux rebondir sur ce que disaient les collègues, je trouve qu'effectivement, le lien auteur-lecteur est vraiment altéré par les salons du livre, en fait, qui ont plus lieu. Puis ça, c'est un lien que je trouve difficile à dire. Et je sais que moi, quelque chose auquel je réfléchis souvent, c'est si on n'est pas en train de passer notre vie à prêcher à nos convertis, là. Donc, on prend beaucoup de temps, nous, pour alimenter notre communauté. Puis, on a une communauté super forte dans les maisons où je travaille en général. Puis, on fait, par exemple, des capsules où les auteurs parlent de leurs livres, mais c'est quand même toujours prêcher aux convertis, à des gens qui nous connaissent déjà. Et les salons du livre, comme les librairies aussi, mais les salons du livre particulièrement, encouragent quand même les découvertes spontanées. Tu sais. Donc, pas des gens qui viennent te dire « j'adore ton livre », mais aussi « ah, wow, ça, je savais pas que ça existait, c'est à côté de ces livres ». Puis ça, c'est quand même quelque chose, je trouve, qui manque, puis que je sais pas bien comment on va remettre ça dans un autre milieu, tu sais, ou comment on va pallier à cet enjeu-là, en fait. On a une question qui concerne justement les éditeurs, c'est-à-dire qu'on nous dit que les éditeurs et les éditrices ont perdu l'espace des salons du livre, qui était une occasion pour le lectorat de découvrir l'ensemble du fonds en un coup d'œil. Complètement. Une vitrine qui n'a pas son équivalent ailleurs. Et on demande, est-ce que les libraires pourraient penser faire une place à des espaces par éditeur qui permettraient au lectorat de voir la cohérence d'un catalogue, peut-être de façon tournante, par exemple? En tout cas, en tant que libraire. Oui. Non, mais ça m'a vraiment fait sourire comme question parce qu'avant la pandémie, dans le fond, au mois de février-mars, j'avais la discussion avec une collègue que ce serait un super bon projet de garder un espace dans la librairie, puis à chaque comme mois ou 2 mois, le dédier à un éditeur en résidence, si on veut, puis juste présenter justement son fonds. C'était ça notre projet avant la pandémie. Bon. Fait que là, c'est doublement pertinent, étant donné comment on voit avec ce qui se passe pour les salons du livre. Mais en tout cas, chez nous, on trouvait déjà que c'était une excellente idée. Merci. Marc-Claude, vous vouliez réagir aussi? Non, peut-être. Ce que j'allais dire, c'est que les salons aussi, ce que ça permet beaucoup aux éditeurs, c'est de montrer, je parle beaucoup du fond, là, mais de montrer notre fond aussi, donc des livres qui ne sont plus nécessairement en librairie. Donc ça, c'est le fun, l'idée de résidence, là, mais des livres qui ne sont plus nécessairement en librairie, qu'on ramène donc dans ces événements-là. Puis oui, voilà. Merci. Puis si je peux me permettre une autre chose aussi que les salons empêchent, que le fait de ne pas se rassembler empêche, c'est aussi l'effet de communauté dans la maison d'édition, tu sais, de tous les auteurs qui se rassemblent. Je trouve que Nadia, tu disais bien qu'au moins vous êtes rencontrés virtuellement. Nous, c'est moins, on a moins travaillé sur ça, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, tu sais, qui amenait, en fait, puis qu'il va falloir trouver des solutions aussi pour pallier à ça. Ouais. Je dis souvent en blague que je ne savais pas que j'aimais autant le small talk avant la pandémie, mais moi, ça me manque beaucoup les espèces d'espaces tampons où il ne se passe pas des choses formelles, mais où on discute de plein de choses un peu de façon flottante. Et évidemment, les salons, c'est vraiment ça. C'est ça qui se passe, en fait. On circule, on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on discute et tout ça, moi, ça me manque énormément. Jean-Benoît, sur la question des présentations par éditeur de la part des libraires, avez-vous eu vent soit de vos membres qui sont intéressés à ça, ou est-ce que c'est même quelque chose qui pourrait être possible en ligne, d'imaginer des espèces de façon tournante de mettre en valeur des catalogues par éditeur?
Sur la page d'accueil de leslibraires.ca, dans le menu en haut à gauche, on voit éditeur dans le menu des items et il y a un classement de tous les titres par éditeur, mais on pourrait imaginer bonifier cet espace-là, le rendre plus convivial et permettre aux éditeurs de l'animer. J'ai envie de dire aussi, je reviens sur le mois d'avril 2020, une des choses qui était fascinante dans ce qu'on a vécu, on se souvient quand je parlais du 1300% tantôt, ben, il faut se souvenir que tout était sur pause. Les distributeurs avaient fermé leurs portes. Alors, ce qu'on vendait, c'était uniquement ce que les libraires avaient sur leur tablette. Maximilien pourra en témoigner, mais c'était incroyable. Les libraires me disaient, écoute, je vends des livres de 1995, de 2006, que je ne pensais plus vendre ou qui étaient tombés derrière la tablette. Et là, les gens ont réalisé, puis c'est souvent notre slogan, qu'on a le plus grand inventaire francophone en Amérique du Nord, mais les gens ont découvert effectivement qu'ils avaient accès au fond à travers le vaste réseau de nos membres. Souvent, des fois, il reste un exemplaire, 2 exemplaires quelque part dans le réseau, mais c'est ça la force justement de nos membres partout sur le territoire. Puis je pense que les Québécois et les Québécoises ont compris mieux que jamais. C'est intéressant ce que vous dites. On nous demande souvent de nommer les bons côtés de la pandémie, puis j'avoue que j'ai un peu de misère à en trouver. Puis là, on dirait qu'on en trouve plein. Enfin, en se parlant, on voit qu'il y a tellement de créativité, puis il y a des choses qui se passent. Mais disons que si on va vers des aspects un peu plus pratiques, est-ce qu'il y a des impacts financiers, organisationnels pour chacun d'entre vous dans vos situations qui sont créés par à la fois cette pandémie-là et à la fois ce qu'il faut déployer pour essayer d'y répondre, en fait? Bien, si je peux me permettre, là, en tant qu'éditrice, ça a été quand même un enjeu là, de retravailler nos calendriers aussi avec toutes ces sorties qu'on avait prévues en avril, mai, juin, en fait, et de les refaire. Puis comme les librairies ont d'abord fermé, ensuite, non, nous, on avait aussi les grosses sorties qu'on avait aussi, on avait de la misère à après les mettre dans notre calendrier pour qu'ils profitent de toute la visibilité dont tu pouvais avoir. Donc déjà, ça à la base, ça a été quand même, du côté des éditeurs, en tout cas, un gros enjeu de revoir la logistique de tout ça. Là. Ouais. Donc nous, on avait même un livre déjà imprimé que finalement n'est pas sorti, puis qu'après, ben finalement, ça servait comme plus vraiment à rien. Il y a eu quand même de le sortir, il y a eu comme eu des enjeux de logistique là, problématiques. Qui, je suppose, ont aussi des conséquences sur les auteurs, finalement. Nadia, je me tourne vers vous, mais... Oui, bien, c'est sûr que ça a été... il y a eu beaucoup d'incertitudes. J'ai un livre qui est sorti en librairie pour la semaine de relâche, puis donc, qui s'est retrouvé à vivre un petit peu moins qu'une semaine en librairie avant que tout ferme. Fait que sur le coup, moi, j'ai vraiment eu l'impression, bon, ben ça y est, ce livre-là, ça va avoir été un coup d'épée à l'eau, personne ne va l'avoir lu parce que le temps que ça réouvre, il va y avoir des nouvelles nouveautés qui vont l'avoir un peu tassé des tablettes. Dans les faits, c'est pas vraiment ce qui est arrivé parce que, comme on le sait tous, les gens ont beaucoup lu pendant le confinement, puis c'est un livre qui continue d'avoir une très, très belle vie. Donc ça peut être un souci, mais ça crée une incertitude au niveau personnel où tout à coup, OK, mais moi, j'avais prévu certaines choses autour de tout ça. Je sais qu'il y a des amis auteurs dont les parutions de livres ont été carrément reportées. Ça aussi, surtout pour des nouveaux auteurs, ça peut être difficile à vivre. Après, au niveau personnel, c'est sûr que comme tous les professionnels, quels que soient nos rôles, on a dû travailler de la maison, souvent avec des enfants autour de nous quand l'école était fermée. Mais je dois dire que moi qui fais un petit peu des deux dans ma vie professionnelle, quand c'est un travail créatif, on dirait que quand cet espace-là mental est envahi, ça devient encore plus difficile. Je ne peux pas dire qu'écrire en temps de confinement, ça n'a pas été super facile de trouver le temps, la disponibilité, l'énergie, la motivation, surtout au début, quand on vivait tous une période très incertaine et un peu anxiogène de certaines façons. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact là-dessus. Puis, il y a juste, oui, une incertitude qui s'est continuée quand même longtemps, où là, je trouve que ça commence à se placer, mais sait-on jamais ce qui nous attend au détour du chemin pour la suite des choses. Merci. Quelqu'un d'autre veut réagir à cette question, donc des impacts financiers organisationnels pour chacun d'entre vous? Oui, Jean-Benoît? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les frais postaux. Dans la sensibilisation qu'on essaie de faire ces jours-ci, évidemment, c'est de faire comprendre qu'on est dans un combat à armes inégales parce que si on parle des géants comme Amazon, ils peuvent se permettre de faire la transaction à perte. Ils peuvent se permettre d'opérer tout ce secteur-là, d'utiliser le livre comme un loss leader, alors que pour les librairies, ça ne peut absolument pas être le cas. Il faut que la rentabilité soit au rendez-vous. Et je vous dirais, on récapitulait là, de ces derniers jours sur toute cette question-là. Puis depuis le début 2020, c'est pas moins d'1 million de dollars là, que les libraires ont sorti dans les frais postaux. Alors, c'est impressionnant, c'est important. Et
on va continuer tout ce qu'on peut faire pour ramener les gens en librairie ou réserver en ligne et opter pour la cueillette. Mais je vous relance là-dessus, Jean-Benoît, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis là, je vais faire mon mea culpa, mais moi, j'ai été assez lente à retourner à la cueillette, en fait. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? La librairie est au coin de la rue, là. On avait comme pris l'habitude de la livraison à la porte, donc là, on ne se pose plus trop de questions, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour inciter les gens à faire ce petit bout par eux-mêmes? Bien, au-delà de l'argument économique, Maximilien disait tout à l'heure, c'est qu'il reste si peu d'activités qui sont possibles présentement. Aller échanger avec son libraire dans un contexte ultra sécuritaire, prendre une bouffée d'air, puis sortir, prendre une marche, aller à sa librairie de quartier. Je pense qu'on est là, dans le discours de ramener la beauté de cette rencontre-là. Les librairies, c'est des lieux de rendez-vous avec la littérature. Il n'y a pas une livraison à la porte qui va remplacer cette relation-là. Julie, vous vouliez intervenir sur la question des impacts? Ah ben oui, clairement, ce qu'on vit actuellement, ça a un impact vraiment important pour les organisations des salons du livre. Effectivement, au niveau financier, c'est certain que ça pose des défis. Il n'y a pas de revenus très marginal de billetterie. Plus de revenus de location d'espace aux exposants. Et ça pose en même temps, comme je le disais tout à l'heure, des défis technologiques auxquels on n'était pas tous préparés, en tout cas à ce point-là. Donc, c'est vraiment, oui, effectivement, ça pose des défis assez importants au niveau économique. Et si cette situation devait perdurer dans le temps, au-delà d'une année ou deux, c'est sûr que ça poserait des enjeux vraiment très, très, très importants là, au niveau du modèle d'affaires des salons du livre. Là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Les impacts seraient vraiment importants. Parmi les bons côtés, c'est que là, nous avons une question d'un auditeur en direct de Yellowknife. Quand même, hein? Par contre, vous allez me permettre une petite parenthèse technologique. Bonjour les gens en coulisses. J'ai plus d'iPad, donc plus d'heure. Donc, si on pouvait m'envoyer l'heure sur le télésouffleur, ce serait bien. Merci. Parenthèse fermée. Donc, on a une question d'un éditeur de Yellowknife. Donc, mis à part les salons du livre, quels sont les autres événements littéraires d'importance qui ont été affectés par la pandémie? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier au vide qu'ils laissent derrière eux? On donne l'exemple des colloques, les événements à l'international, les lancements. Je pense aussi aux festivals, par exemple, qui eux aussi, évidemment, ont dû se réinventer. Les lancements, entre autres, c'est une belle question. Pendant l'été, il y a quelques personnes qui ont fait des lancements à l'extérieur, j'ai vu ça, mais c'est quand même difficile pour... je vais me tourner vers Marc-Claude, mais même pour un auteur, au plan symbolique, c'est difficile de mettre... Complètement. Complètement. Mais après, pour les lancements, on ne peut pas en faire de rassemblement, on peut pas. Moi, j'ai pas été... je sais qu'il y a eu beaucoup de lancements en ligne aussi qui se sont bien faits et tout. Moi, j'ai pas particulièrement fait ça. Là, on a fait d'autres initiatives et tout. Mais c'est sûr là, que ça affecte... on parle beaucoup des librairies, là, mais c'est sûr que ça affecte beaucoup aussi du coup, au niveau des éditeurs. Là, particulièrement, par exemple, en bande dessinée, là, quand on fait des événements comme des Comic-Con ou des festivals BD, c'est aussi... une rentrée d'argent importante là, pour les éditeurs BD où on fait beaucoup, beaucoup de sous en une fin de semaine sur des livres qui ne passent pas par la librairie. Donc, c'est sûr que ça affecte beaucoup, mais après, il y a des moments où on ne peut même plus être si créatif que ça pour la vente, puis qu'en fait, il faut plutôt appuyer nos ambassadeurs, les intervenants différents. Donc, il faut plutôt appuyer la chaîne du livre. Là. Oui. En librairie aussi, c'est un peu, je me tourne vers Maximilien, mais depuis des années, on vous dit qu'il faut réinventer le rôle des librairies, en faire un lieu de rencontre, faire des activités, animer votre lieu. Puis là, tout d'un coup, ça se peut plus, ou à peu près plus. Oui, mais en même temps, comme je dis, là, c'est comme si juste là, l'activité de venir en magasin, c'est rendu quelque chose de spécial. Mm-hmm. Comme on dit, c'est rendu exceptionnel d'avoir une interaction avec quelqu'un qui n'est pas dans notre foyer. Puis d'avoir une discussion. Non, mais c'est vrai. Puis malgré tout, cette rencontre-là, elle se fait quand même. Le fait de porter un masque, le fait de rester loin, le fait de se laver les mains, de ne pas trop toucher les objets, ça fait quand même. C'est aucunement la même chose qu'avant. Mais c'est quand même quelque chose de possible. C'est par là que ça passe. Pour l'instant, c'est vivre ces choses-là physiquement.
Puis quand même rapidement, parce qu'on peut pas, tu sais, les gens ne peuvent pas s'attarder comme avant non plus, parce qu'il y a une limite de gens dans le commerce. Là. Mais parce qu'on le sait, même ce qu'on fait présentement, pour vrai, ça fonctionne quand même très bien. Mais tout changer les choses en ligne, c'est pas si évident. Les clubs de lecture en ligne par rapport en présentiel, c'est vraiment pas la même chose. C'est qu'on mise sur, on va dire, le court terme de la prochaine année, pour être positif, à vraiment qu'est-ce qui se passe présentement, puis essayer de rejoindre les gens différemment, mais d'une autre manière, puis pas nécessairement de remplacer, exemple, des événements comme un lancement avec 100 personnes. Non, on fait d'autres choses. Ah oui. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on travaille. Mais il y a quand même, comme je dis, là, le positif là, du contact avec le client, là, ça reste super. Je pensais aussi à l'époque où j'étais en édition, par exemple, je me rappelle qu'on faisait souvent le constat que dans un genre comme la poésie, l'événement en personne va avoir un impact important sur les ventes. Entendre la lecture, être présent, entendre cette voix-là, ça peut vraiment avoir un impact important sur les ventes. Donc, je suppose aussi qu'on parlait des communautés particulières que peuvent être les lecteurs de bande dessinée, les lecteurs jeunesse et tout ça. Là, c'est un autre exemple, mais il y a des créneaux où sans doute ça se fait encore plus sentir, en fait. Bien, si je peux me permettre, pour la poésie, il y a quand même des communautés aussi, puis il y a des festivals de poésie, puis c'est quelque chose qui s'amène assez bien en virtuellement, donc où on peut lire tout un recueil dans une ambiance particulière. Tu sais, c'est quelque chose... Est-ce que les gens cliquent et vont acheter après? En tout cas, je pose la question. Oui, effectivement. Après, ça devient ça l'enjeu, effectivement. Ouais. Julie, voulez-vous réagir? Non, effectivement, c'est ça l'enjeu, c'est de transformer l'attention du public, de le transformer vraiment en geste d'achat. Ça aussi, c'est le défi. Et plusieurs salons jusqu'à maintenant ont tenté toutes sortes d'initiatives pour encourager cet achat de livres-là. Le Salon du livre de Rimouski qui avait offert un partenariat avec les libraires de toute la région au complet, qui offrait un petit rabais pendant leurs événements en librairie sur les livres québécois. Il y en a qui offrent qui font des liens vers des sites transactionnels des éditeurs ou vers le site des libraires. Donc oui, c'est ça, le défi, c'est de transformer tout ça, cette attention-là, en geste d'achat. On parlait un peu, certaines personnes ont évoqué les catalogues là, qui ont été bousculés, évidemment, avec la pandémie. Est-ce que là, on sent qu'on revient comme à un rythme de nouveauté normale? Je me tourne vers Maximilien, vers Marc-Claude aussi. Est-ce que disons, notre rythme, notre saison littéraire a repris son rythme normal depuis le début de l'automne? Moi, en tout cas, pour commencer, là, j'ai l'impression que c'est plus bousculé que l'an dernier. Mais à cette période-ci de l'année, on est toujours pas inondé, mais disons qu'il y en a beaucoup. Mais la clientèle est là. Je ne dirais pas qu'il y en a trop pour l'instant. Okay. Ça, c'est ma lecture des dernières semaines, mais tout va très vite. Là. On va avoir un meilleur regard rendu au mois de janvier sur comment Noël 2020 a été. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Marc-Claude, de votre côté, est-ce que le calendrier a repris son rythme? Oui, moi, je travaille pour des maisons qui ont une assez petite production. Là. Je pense que ça doit vraiment être un casse-tête pour d'autres maisons vraiment plus grands. Mais nous, oui, en fait, on a tout décalé pour ne pas se retrouver cet automne à faire beaucoup plus de nouveautés qu'à l'habitude. Donc, on a plutôt préféré décaler, en fait, pour continuer dans notre rythme habituel. Donc, pour l'instant, oui, mais c'est vraiment la réouverture des librairies, tu sais, qui fait ça. Après, si les librairies referment, ça va redevenir... mais on pense pas ça, mais tu sais, quand même, ça va redevenir un peu un cauchemar. Là. C'est vraiment de garder un rythme de production, en fait. On reçoit une question par rapport à Amazon. Donc, est-ce que l'habitude qu'ont les consommateurs concernant la rapidité de la livraison avec Amazon est nuisible aux libraires en temps de pandémie? Et la sous-question, c'est est-ce que 2021 ne devrait pas être l'année de la stratégie anti-Amazon dans le milieu du livre? Moi, mon expérience particulière, on a bénéficié à Saguenay d'une initiative de la ville qui était de faire un service de livraison parallèle où est-ce que j'étais capable de livrer en dedans de 24 à 48 heures directement à la porte ce que j'avais en magasin. Fait qu'à une époque où est-ce que Post Canada était complètement débordé, là, j'avais vraiment un avantage concurrentiel à ce niveau-là. Mais
c'était vraiment une initiative qui est locale, si on veut. C'est sûr que si tu es obligé de passer aussi par Post Canada, ça devient compliqué parce qu'ils ont vraiment été embourbés. Oui. Je sais qu'on a beaucoup entendu dire qu'il fallait faire nos commandes de cadeaux de Noël d'avance, mais moi, mon sentiment, c'était quand même que le rythme de la poste est redevenu à peu près normal là, à l'automne. On n'avait plus cette impression de délai infini là, qu'on a pu avoir au printemps. Jean-Benoît, vous vouliez réagir? J'allais dire, évidemment, dans ce qu'on fait, on est presque en contact tous les jours avec Post Canada. Puis pour répondre sur la question d'Amazon, parce que des fois la question surgit en disant est-ce que vous favorisez Amazon? Est-ce que deux choses, ils ont mis un quota au volume d'affaires qu'ils peuvent recevoir d'Amazon pour les prochains mois puis pour Noël, en limitant à 40 parce que sinon, il n'y aurait plus de place pour les détaillants québécois. Il y a des quotas aussi sur certains détaillants. Il y a tant de paquets par jour qui peuvent être mis à la poste. La seule chose sur laquelle on n'a pas d'emprise, c'est qu'évidemment, chaque jour à Vancouver, Amazon arrive avec 53 vannes de je ne sais plus combien de pieds, avec directement sa logistique pour arriver au centre de livraison, ce qui n'est pas la même chose que quand tous les détaillants québécois déposent les colis dans les centres postaux qui vont dans les centres de tri par la suite. Mais sinon, il y a une conscience chez Post Canada de ne pas échapper le jeu complètement à Amazon. Et c'est d'éduquer le public aussi, encore une fois, toujours. Je sais qu'en France, là, en ce moment, il y a beaucoup d'éditeurs qui se positionnent sur ne plus vouloir vendre leurs livres sur Amazon. Là, mais l'éducation des consommateurs, là, encore une fois. Il y a eu la campagne américaine aussi qu'on a vue qui a été beaucoup publicisée, là, des libraires américains. J'ai une dernière question. Je voulais qu'on finisse avec un tour de table, mais je vais prendre cette question-là, puis après, je vous lance sur un tour de table. Donc, comment la pandémie a-t-elle affecté les stratégies de vente aux collectivités? Maximilien? Bien, sincèrement, ça n'a pas changé. Non, mais je veux dire, il y a eu une grosse pause, mais ça n'a pas changé. Ça a repris. Oui, c'est ça, ça a repris. Puis, ça dépendait vraiment des milieux, mais il y a eu beaucoup de télétravail. Ce qui a permis de continuer à faire le suivi, de parler directement aux gens. Puis, c'est sûr que ça va tout le temps avec la relation entre les différents acteurs, mais chez nous, je dirais que il n'y a pas nécessairement de changement de stratégie. On s'est même rapprochés d'une certaine manière l'un de l'autre. Puis, ça se poursuit. Là, il y a eu pas une précipitation, mais ils ont devancé un peu les achats, justement par crainte qu'il y aurait un reconfinement. Fait que là, c'est comme une période de Noël une période des fêtes un peu particulière parce qu'il y a beaucoup d'achats institutionnels en même temps que la saison des fêtes. Donc, je vous propose pour mettre fin à cette discussion, en fait, une nouvelle table ronde, un nouveau tour de table, puis je vous demanderai, en fait, je ne suis pas fin là, de vous faire ça comme ça en direct, mais si vous aviez donc une chose de cette période de pandémie, une stratégie ou un truc que vous voudriez garder, dont vous voudriez que ça reste un héritage de la pandémie, puis le truc qui vous manque vraiment le plus, là, c'est lequel? Là? Votre souhait pour quand on va être sorti de tout ça, ce serait lequel? Donc, je vais commencer par Marie-Claude. Moi, quand il n'y avait plus de nouveautés, je gardais mon emploi, j'avais peut-être un petit peu moins de tâches là, avec moins de nouveautés, donc j'ai beaucoup travaillé sur mon référencement sur Internet, en fait, qui sont souvent des choses que je laisse de côté. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important puis que je vais garder. Tu sais, j'ai fait des pages Wikipédia à mes auteurs qui sont plus importants. J'ai travaillé ça donc sur le référencement de mon site web. Donc ça, c'est des choses que je vais garder. J'ai aussi essayer de resserrer les liens avec nos ambassadeurs autres que les journalistes et la chaîne du livre, donc avec les professeurs, par exemple, où on a développé des nouveaux outils pédagogiques. Donc ça, c'est des choses que c'est sûr que je vais garder à travers le temps. Sinon, moi, la chose qui manque le plus là, pour les gens qui me connaissent, le Salon du livre, je trouve ça vraiment difficile là, de ne pas y être en ce moment physiquement. Puis aussi, je trouve ça dommage de ce que je disais tantôt, de ne pas créer cet effet de communauté-là qui est très important pour moi dans les maisons d'édition pour lesquelles je travaille. Donc, que les auteurs se connaissent, que tel auteur voit les livres des autres, qu'en fait, on crée vraiment des communautés aussi dans les professionnels. Donc, ça, j'ai beaucoup plus de difficultés à faire ça virtuellement, puis ça me manque vraiment. Merci, Marie-Claude. Nadia? Oui, en fait, une bonne habitude à conserver, je pense que je l'ai dit avant, c'est de faire des trucs originaux et le fun en ligne pour aller toucher des gens qu'on rencontre peut-être pas en personne. Ce qui me manque le plus, là, c'est sûr qu'on est dans la thématique, on devrait tous être au Salon du livre de Montréal en ce moment, donc je vais aussi aller avec les Salons du livre, mais avec le cadeau émotif, en fait, qu'est cette rencontre-là. J'ai par hasard, j'ai un livre qui sort aujourd'hui.
Puis je suis allée la semaine dernière chez mon éditeur pour signer mes précommandes, puis c'était la plus grosse précommande que j'avais jamais eue de ma carrière. Fait que j'étais super contente de voir la grosse table, tu sais, la grosse pile de livres. Mais mon éditeur me dit, ben si tu vois, ça remplace ton line-up, t'as pas. Fait que là, c'est comme je vois pas, en fait, l'impact concret des gens qui sont là, puis l'espèce de cadeau que c'est comme auteur, tu sais, au niveau émotif, de voir ces gens-là intéressés à ce que tu fais, c'est énorme, puis ça se remplace pas autrement. Donc ça, j'ai vraiment très, très hâte au jour où on va pouvoir avoir la plus belle récompense, en fait, du travail d'auteur, c'est ces sourires-là et cette présence-là dont on est privé en ce moment. Merci, Nadia. Félicitations pour la sortie. Jean-Benoît. Je dirais, dans le positif, vous savez, on avait comme une décennie là, de commerce en ligne derrière la cravate quand la crise est arrivée, mais c'est sûr qu'en poussant tout le système à la puissance où on l'a connu, les liens avec nos membres, on se souvient là, que derrière leslibraires.ca, c'est une coopérative. C'est la plus belle chose qui est arrivée, le resserrement des liens avec nos membres, le sentiment de faire une différence dans le quotidien du déroulement de leurs affaires puis la survie, parce qu'en avril-mai, ça reposait beaucoup sur le commerce en ligne, mais vraiment, je vous dirais, la coopérative, le site, tout ça a pris le sens qu'on lui souhaitait depuis longtemps, évidemment. Et à l'opposé, ce qui me manque, évidemment, dans ce que nous, on fait, dans ce que moi, je fais comme travail, je passe d'un Zoom à un Teams toute la journée. Donc, je rejoins Catherine, ce que vous disiez, à un moment donné, un peu de small talk, un lunch pour refaire le monde avec Catherine de la LQ ou André Gagnon de Courto. Il nous manque ce bout-là un petit peu plus ad lib. Merci, Jean-Benoît. Julie? En fait, nous, ce que je pense, nous garderons de tout ça, c'est, comme je disais, peut-être la possibilité, grâce à des moyens technologiques mis en place, ou ce qu'on aura appris de tout ça, d'aller chercher des clientèles et d'aller toucher des publics qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas assister à nos événements. Ça, je pense que c'est toujours la volonté de toucher le plus large public possible. Et là, probablement qu'il restera certaines initiatives de ce qu'on vit actuellement. Et puis, ce qui nous manque, c'est vous. c'est tout le monde, toute la communauté, les gens qu'on aime accueillir et recevoir dans nos événements. C'est pour le milieu littéraire qu'on fait tout ça, c'est pour le public, c'est pour le dynamisme de la vie culturelle dans nos régions. Et c'est vraiment ça qui nous manque actuellement, cette grande communauté, cette grande rencontre, ce lieu festif. Donc, voilà. On a hâte de vous revoir. Aussi. Merci, Julie. Et Maximilien, le mot de la fin? Le mot de la fin, moi, c'est la rétroaction que j'ai eue dans la dernière année. Au début, pendant le confinement, je faisais les livraisons à domicile avec ma famille. Dans le fond. On partait, les enfants faisaient la sieste. Puis, les gens étaient tellement contents qu'on continue nos activités, qu'on vienne chez eux pour leur porter leurs livres. Ça valait quand même assez cher. Puis encore, quand les librairies ont rouvert, le sentiment de l'achat local, de l'achat dans la communauté, de la consommation dans la communauté, ça n'a pas de prix. Puis c'était différent de ce qui existait avant. Puis dans les choses qui m'ont le plus manqué cette année, je vous dirais, c'est d'être capable de sortir un peu de la région puis d'aller au gala du prix des libraires, par exemple, où est-ce que toute notre communauté, dans le fond, on se réunit un peu puis avec les auteurs pour fêter les lauréats de l'année. Puis dans notre rencontre annuelle aussi, où est-ce que des fois je croise Jean-Benoît. Là. En tout cas. Mais ouais, encore les contacts avec les gens de chair et de sang. C'est sûr qu'on a hâte de se voir, ça, il n'y a pas de doute. Écoutez, je vous remercie de votre participation. Marc-Claude Pouliot, Jean-Benoît Dumais, Julie Brosseau, Maximilien Bouchard et Nadia je dis maintenant Lagdari, j'ai plus mes notes. Hein? Merci Nadia. Merci à notre public qui est toujours présent. Je vois que les gens laissent des commentaires sur le chat, tout ça. C'est super, c'est vraiment, vraiment agréable de sentir que vous êtes là, même si on aimerait mieux que vous soyez là en chair et en os. On se retrouve à 13h30. Donc, à 13h30, c'est Gilles Darouti qui animera une table ronde autour de l'importance de la lecture avec une série d'invités. Donc, prenez le temps de luncher en quittant votre écran, puis on se retrouve dans 1 heure. Merci. Au revoir.